Merci également à vous tous qui nous rejoignez, cette conférence. Voilà, nous avons le coucou de Hans Salut Bench. Hans. Salut, je ne sais pas si tu es à Tunis ou tu es à Paris actuellement, mais voilà. Il est à Paris, il est à Paris, Il est à Hans. Paris. Ok, de là où tu Ouais. es, nous te saluons. Voilà, donc Céhil, avec toi, nous allons parler d'un sujet particulier, mais qui s'inscrit toujours dans la dynamique de cette première journée de ce congrès. C'est organisation du travail à travers les niveaux logiques de Robert Dilts. Tout à Tout fait. à l'heure, tu auras l'occasion de nous en dire plus. Mais Mhm. avant ça, je souhaiterais te présenter à nos invités, à tous les participants. Donc, Céhil Triki, tu es maître enseignant en PNL et hypnose, coach en coaching et en mindfulness. Tu es également Master Trainer Process Communication Model et certifié à la gestion des conflits à travers le triangle de Karpman. Tu es aussi représentant de Synapse Afrique et président de Synapse Éducation en Tunisie. Et voilà, donc les activités de Synapse International, tu les représentes partout en Afrique. Tu es aussi Et on consultant. est fiers, en tant Pardon? que Psynaps, d'être aussi partenaire du Congrès international de la Semaine du bien-être. J'allais l'ajouter, mais tu l'as fait. Voilà, tu es aussi certifié Interqualia en santé émotionnelle et formé voilà, à la théorie organisationnelle de Berne. Et tu accompagnes depuis, on va dire, depuis plus de bientôt une vingtaine d'années, beaucoup d'entreprises, d'organisations dans des projets de développement des compétences de leurs collaborateurs. Voilà, donc merci d'avoir répondu à notre invitation. Et comme tu l'as souligné tout à l'heure, Synapse est également partenaire à l'organisation de ce congrès international, ce maître du bien-être et de la qualité de vie au travail. Et voilà, donc HLC Group également a aussi ce privilège de représenter Synapse au niveau de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale également. Voilà, merci beaucoup, chers amis, et merci à toi encore, Céhil. Donc, je ne sais pas quel sera le menu de cette formation, mais j'ai bien tout de suite envie de te laisser la parole. Donc, on aura 1h30 d'intervention. Et donc, tu me dis, qu'est-ce qui te convient? Est-ce que tu souhaites que les interventions se fassent au fur et à mesure que tu présentes ou bien est-ce que tu souhaites que ce soit à la fin de ta présentation? Alors, moi, tu me connais, Arthur, je préfère qu'il y ait de l'interaction. Ça veut Voilà. dire que je vais faire une présentation. Et dans cette présentation, en mode, c'est pas une grande formation, hein, c'est un format d'1h30, tu l'as dit. Dans ce format-là, j'aimerais bien qu'il y ait de l'interaction, aussi bien avec les personnes qui nous entendent qu'avec toi, Arthur. Donc, à tout moment, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire et Arthur, si tu peux les lire, et du coup, on pourra interagir ensemble. Je vous propose aussi de prendre une feuille, un stylo ou un crayon parce que je vous proposerai un exercice d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue objectif. Alors, ça peut être un projet qui vous tient à cœur, il peut être professionnel, il peut être personnel. Et ça peut être dans le contexte que l'on vivons au niveau du Covid ou ça peut être dans un autre contexte. C'est comme vous le souhaitez. Donc, à un moment donné, je vous dirai avant, je vous proposerai de faire un exercice pour que ça soit plus concret. Parce que avec Synapse, alors on en a parlé, mais peut-être si tu permets, je présente Vas-y. en 2 mots Synapse au niveau international. Donc, Synapse est un institut en fait de formation qui est spécialisé dans tout ce qui est développement personnel. Quand je dis développement personnel, c'est la PNL, la programmation neurolinguistique, l'hypnose, les outils du coaching, on en a parlé, la mindfulness et plein d'autres outils de systémie qui sont d'intégrative et d'autres outils de DNR par exemple et qui rentrent dans ce qu'on appelle les thérapies brèves. Quand on parle de thérapie brève, on est dans de l'accompagnement bref, donc par objectif de 1 à 10 séances. Et le Voilà. rôle de Synapse, qui est numéro 1 en France, alors quand je dis numéro 1 en tant qu'institut de formation, il y a plus de 6000 personnes qui sont formées par an. Donc c'est un gros institut. Nous aussi, on les représente donc en Tunisie, au Maroc, en Algérie, en Côte d'Ivoire et comme tu as dit,
en Afrique de l'Ouest. Et donc, c'est vraiment beaucoup de formation. D'ailleurs, je te dis, là, je suis en pleine formation. Donc, j'aurais donné un exercice à faire. Je suis avec vous. Après, je vais les rejoindre. Donc, on le fait en parallèle. Alors, pour ma part, je démarre aujourd'hui avec vous pour les niveaux logiques de Robert Dills par rapport au contexte organisationnel au niveau de l'après-Covid. Et puis, j'aurai aussi le plaisir de vous rejoindre le dernier jour, je pense que c'est le samedi. Samedi 12 septembre, oui. Voilà, pour vous parler de la partie mindfulness, comment gérer le stress, comment gérer l'anxiété dans ce contexte-là qui peut être anxiogène, notamment pas uniquement au niveau de la santé physique, mais aussi au niveau de la santé économique des entreprises. Donc, c'est comment mieux se gérer pour pouvoir justement gérer les autres. Ça, c'est d'un point de vue organisationnel. Alors, entre-temps, on a des intervenants de Psynaps aussi qui vont prendre le relais. Donc, aujourd'hui, c'est moi. Demain, ça sera Philippe Vernois, qui est le président de Psynaps International, de Psynaps Monde, et qui parlera de la spirale dynamique, comment gérer en fonction des différents niveaux de la spirale dynamique, qui est très intéressant aussi comme sujet. Ensuite, après-demain, il y aura Franck Platzek, qui va intervenir aussi en tant que maître enseignant, hein, que ce soit Philippe ou Franck, dans le domaine de la PNL, de l'hypnose et du coaching. Il interviendra sur comment créer un équilibre entre vie pro et vie perso dans ce contexte-là à travers l'outil de la PNL. Et Hans Benchir, qui est aussi enseignant en hypnose et qui est là à Paris, après-demain, donc ça sera le vendredi, interviendra sur l'hypnose ericksonienne en tant qu'outil de communication. Donc, comment on peut utiliser cet outil pour mieux gérer les relations dans ce contexte-là. Donc, voilà, grosso modo, pour la semaine. Et encore une fois, merci pour l'invitation, Arthur. C'est un plaisir d'être avec vous. Nous sommes co-organisateurs, donc merci à toi également. Voilà, donc dès que tu es bon, Céhil, tu peux commencer ta présentation. OK. Alors, je vais partager l'écran. Alors, je vais mettre partager l'écran. Et pour partager l'écran, est-ce que tu vois l'écran? Ouais, c'est magnifique, je vois. OK, super. Alors, donc, est-ce que tout est visible là, à ce niveau-là? C'est bon? Ouais, c'est bon. OK, très bien. Donc, comme je disais, c'est une genre de formation qui est interactive. Donc, si vous avez des questions, participez avec nous et ce sera un plaisir d'y répondre. Et en même temps, toi, Arthur, aussi, si tu as des questions, ce sera un plaisir aussi d'y répondre. Sans faute. Voilà. Et vous vous munissez donc d'une feuille et d'un stylo. Comme ça, il y a un exercice à faire et je vous donnerai donc l'exercice qui est à faire. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de l'organisation du travail à travers les niveaux logiques de Robert Dills. Alors, je vous expliquerai qui est Robert Dills, quels sont ces niveaux logiques par rapport au contexte qui existe au niveau de ce que nous vivons au niveau de l'après-Covid. Alors, le plan de la présentation est le suivant. Dans un premier temps, je vais vous parler de l'organisation dans ce nouveau contexte. Donc, comment nous pouvons nous organiser d'une manière générale, mais en même temps, nous organiser plutôt dans ce nouveau contexte, avec ce qui se passe au niveau du Covid et quelles sont les différentes expériences. Si vous avez des expériences vous-même que vous avez vécues, vous pouvez partager avec nous. Ce sera un plaisir justement d'avoir vos retours par rapport à ça. Je vous présenterai les différents niveaux logiques de Robert Dills et leur intérêt pour accompagner soit un individu, soit une organisation par rapport à ça. Et je finirai par ce qu'on appelle la posture du manager coach, c'est-à-dire qu'il y a dans le management une attitude, une posture que le manager a, et c'est comment, grâce en changeant d'attitude, il va passer de conseiller ses collaborateurs, il va passer de dire aux collaborateurs qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire, à faire faire. Donc, c'est plus une posture de délégation et quelque part se décharger de tout ce qui existe déjà. Alors, on va commencer dans un premier temps avec les 3 piliers influents sur aussi bien la santé,
la sécurité et l'environnement dans le contexte du travail. Alors, il y a 3 piliers en fait qui sont interreliés. Il y a un premier pilier qu'on appelle le pilier technique, et là, c'est d'avoir la connaissance technique, aussi bien la connaissance métier que la connaissance du terrain. Et donc là, on est plus dans le savoir qui est dans l'entreprise. Donc, dans chaque poste, il y a des personnes qui sont spécialistes dans ce poste-là, qui ont une compétence, et cette compétence-là, ce savoir technique, il va influencer aussi bien sur la santé, la sécurité de l'environnement de travail. Ce qui est complémentaire à l'aspect technique dans ce savoir-là, c'est le savoir-faire organisationnel. Donc, comment nous pouvons organiser les différents éléments, les différentes compétences les uns avec les autres. S'il y a une bonne organisation, si le qui fait quoi est clair, si la communication passe à travers le facteur humain, eh bien, à ce moment-là, il y a une cohérence et il y a une interdépendance entre les 3 facteurs et on est dans ce qu'on appelle un cercle vertueux. En revanche, si on est face à une entreprise où il y a une maîtrise du côté technique, mais qu'il n'y a pas de maîtrise du côté organisationnel, eh bien, il peut y avoir une défaillance et donc, ça va au niveau humain, au niveau comportement relationnel, eh bien, il va y avoir des blocages qui peuvent se transformer en conflits. Donc, c'est vraiment très important de prendre en considération ces 3 piliers pour justement comprendre qu'est-ce qui se passe et pouvoir agir dessus. Donc, ma présentation aujourd'hui va plus se focaliser sur l'aspect humain. Quand je dis l'aspect humain, c'est l'aspect comportemental. Et dans cet aspect comportemental, je vais plus parler de comment, à travers un outil simple et puissant, qui sont les niveaux logiques la pyramide des niveaux logiques de Robert Dills, la personne, à travers cet outil que je vais vous présenter, peut être alignée avec elle-même. Et à partir du moment où elle est alignée avec elle-même, donc on est dans le facteur humain, dans la partie du comportement humain, eh bien, elle a le pouvoir à ce moment-là de diriger et de manager et de créer des relations qui sont plutôt des relations fluides. Avec ces relations fluides, elle n'est plus dans des rapports de force, dans des rapports de pouvoir, de je t'impose et tu m'imposes, et donc d'attaque et de défense, mais plutôt dans une coordination entre aussi bien le côté technique, donc le savoir, et le savoir-faire au niveau organisationnel. Et donc, on va voir ce côté-là, et vous allez voir qu'un des éléments fondamentaux, c'est de travailler en fonction d'un objectif. Quand je parle du manager coach, et j'expliquerai la posture de ce manager coach, le premier élément qui est important à mettre en place, c'est de fixer une orientation, de fixer un objectif, de dire où est-ce qu'on veut aller. Et à partir de là, du coup, on va trouver les ressources, on va trouver les moyens et on va gérer les obstacles. Donc ça, je l'expliquerai au cours de cette présentation. Alors, le manager coach a besoin de développer ce qu'on appelle une compétence professionnelle. Cette compétence professionnelle, eh bien, va se baser sur 3 éléments. Le savoir, le savoir-faire et le savoir-être, dans un contexte particulier. Donc aujourd'hui, on est dans un contexte de Covid, on est dans un contexte d'après-Covid, et il y a des éléments à savoir, c'est-à-dire il y a des éléments à maîtriser, notamment par exemple comment se prémunir du Covid. Donc il y a des gestes barrières qu'il y a besoin de savoir. Il y a le savoir-faire où on va appliquer ces gestes-là, on va appliquer cette technique-là, et donc on va faire appel à l'aspect organisationnel. Comment on va s'organiser pour justement éviter d'avoir cette contamination, pour travailler en étant dans cette sécurité où le collaborateur n'est pas en train de se poser la question « qu'est-ce qui va m'arriver ? Est-ce que je vais être malade ?» etc., etc. Et là, en fait, il y a des entreprises qui ont mis en place, dans ce contexte-là, eh bien, le fait de travailler à la maison. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Peut-être, Arthur, si tu peux partager avec nous, si tu as un retour, aussi bien dans ta structure
ou dans des structures que tu connais toi déjà. Mais à tout moment, tu peux participer par rapport à ça, Arthur. Hein. Sans Si tu as faute. quelque chose. OK. Et donc, est-ce que, d'après toi, il y a eu en Côte d'Ivoire ou ailleurs, là où tu sais, le fait le télétravail, le fait de pouvoir travailler à distance? Est-ce que toi, tu l'as mis en place dans ta structure ou bien est-ce que tu connais des gens qui l'ont mis en place? Je veux dire, moi, peut-être à une échelle plus, plus, plus actuelle, aujourd'hui, on travaille plus en télétravail. D'accord? OK. Et je pense que normalement, euh, la semaine du bien-être, la première, c'était une version en présentiel. Tout à Aujourd'hui, fait. on est allé sur du télétravail. Et tout à Mhm. l'heure, la première conférence, après celle qui était inaugurale, justement abordait la question du télétravail. Beaucoup d'entreprises, sinon la quasi-totalité des entreprises, surtout celles qui sont dans le domaine du service, de la formation, euh, ont été conduits à faire du télétravail. Voilà. Mhm. Voilà. Donc, Donc, c'était une si on réalité qui a prend été vécue, quoi. tout à fait. Et merci de ce retour, Arthur, parce que si on prend l'angle du télétravail, eh bien, on revient dans ce contexte-là, le contexte du Covid, où on a eu une recrudescence du télétravail, donc les gens ont travaillé de chez eux. Donc, d'un point de vue savoir, bah, il y a le fait de se mettre à niveau. Techniquement, il y a des outils informatiques. Effectivement. Au niveau du savoir, il y a des règles de fonctionnement qui sont différentes que quand on est en présentiel. Donc ça, c'est des éléments à connaître, à savoir, et du coup, à mettre en place au niveau organisationnel. Et c'est de là où on va passer du savoir au savoir-faire. Donc, le fait de passer du savoir technique, d'avoir l'information de comment je peux faire le télétravail, par exemple, bah, c'est de passer du côté technique, de l'information, vers le savoir-faire, vers la mise en pratique. Et dans cette mise en pratique, nous faisons appel, nous avons besoin de faire appel à l'aspect organisationnel. Et donc, nous sommes dans la dynamique où nous avons besoin de développer la flexibilité. Et c'est ce que nous offre ce modèle-là que je vais vous présenter, c'est comment être conscient de ce qui existe et comment travailler sa flexibilité pour justement aller vers quelque chose d'autre, quelque chose de différent. Et ce qui va me permettre d'aller sur quelque chose d'autre et quelque chose de différent, c'est ce qu'on appelle le savoir-être. Donc, c'est vraiment la dynamique des trois éléments qui va me permettre, de ces trois compétences, qui va me permettre de travailler une compétence professionnelle spécifique en fonction d'un contexte. Aujourd'hui, c'est le contexte du Covid. Ça aurait pu être n'importe quel autre contexte. Quand il y a une entreprise qui a besoin de changer, de se délocaliser, il y a de nouvelles règles à connaître, il y a de nouvelles fonctions à mettre en place, il y a de nouveaux éléments et ces nouveaux éléments, eh bien, ça se travaille à travers aussi bien ce savoir qui est transmis que également le déploiement de ce savoir à travers le savoir-faire. Ce déploiement-là passe par l'organisation. Et cette organisation ne peut se faire que s'il y a une communication et un savoir-être qui permet de fluidifier cette communication, qui permet de mettre en place un management qui est individualisé, un management qui n'est pas, qui peut être transverse, mais qui est également motivationnel. Et ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, par rapport à ce schéma, nous avons un premier élément qui est le savoir, un deuxième élément, le savoir-faire, et un troisième élément qui est le savoir-être. Si une personne, dans un contexte donné, dans une structure, elle a le savoir et elle a le savoir-faire, à ce moment-là, le croisement des deux amène quelqu'un de performant. C'est OK jusque-là? Très bien. Si une personne, elle a le savoir, mais elle n'a pas le savoir-être, elle n'a pas le savoir-faire, mais qu'elle a le savoir-être, elle est connaissante, c'est-à-dire elle connaît, c'est un sachant. C'est un petit peu comme on dirait un prof universitaire qui va transmettre de l'information, mais qui n'a pas forcément créé une entreprise. Donc il a le savoir, il a la posture, d'accord, mais il n'a pas l'expérience. Et donc il est dans la connaissance.
et la transmission de la connaissance, mais sans la partie savoir-faire qui est l'expérience. D'accord? Donc, il lui manque une partie quelque part. Une personne peut être dans le savoir-être et elle a le savoir-faire, mais elle n'a pas le savoir. Et donc, comme elle n'a pas le savoir, elle sera dans l'exécution. Donc, dans une entreprise, dans une organisation, en fonction du rôle de chacun et en fonction des zones qui sont occupées par chaque personne, eh bien, il peut y avoir différents rôles qui sont attribués. Des gens qui seront plus dans la performance, des gens qui seront plus dans l'exécution et des gens qui seront plus dans l'aspect stratégique, mais pas forcément dans l'opérationnel, dans le savoir-faire. Et les trois, c'est important, il n'y en a pas une meilleure qu'une autre, mais les trois se complètent. Idéalement, quand on passe du manager au manager coach, c'est de développer le savoir qu'a le manager, son savoir-faire à travers la partie organisationnelle et de développer la posture qui est le savoir-être. Et c'est ça qui nous intéresse dans cette conférence, c'est ça que je vais vous proposer, c'est comment faire en tant que manager pour développer cette posture de savoir-être à travers un outil qui est le niveau logique de Robert Dills. Est-ce que jusque-là c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça te convient, Arthur, jusque-là? Jusque-là, c'est bon. Je pense que les participants également attendent d'aller, que tu ailles un peu plus loin, peut-être poser des questions. Ok, c'est tout de suite. Parce que j'ai cru voir qu'il y ait une interaction, mais Donc, ça okay, vient de moi pour leur dire qu'à tout moment, ils peuvent poser des questions. Ok, super. Donc, dans le contexte de Covid, dans ce qu'on a rencontré, dans ce que les gens ont vécu, je ne sais pas comment ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Si tu as un retour, il est le bienvenu. Mais que ce soit en Tunisie ou en France, ou même en Algérie ou au Maroc, avec le confinement, eh bien, il y a eu une recrudescence de crainte, une recrudescence de peur. Beaucoup de gens et de managers, ils ont perdu leurs repères. Ils ont perdu les éléments qui, avant, leur permettaient d'avoir de la sécurité et de l'assurance. Et donc, ils se sont retrouvés face à l'inconnu. Je ne sais pas comment ça s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est la même chose, hein? C'est la même chose. D'accord, ok. Donc, il y a eu la période de confinement également. Hein? Nous, c'était un quasi-confinement, quoi. D'accord, d'accord. Parce que là, par exemple, en Tunisie ou en France, donc, il y a eu le confinement total et donc les personnes, soit ils avaient le télétravail, d'accord, soit il y a eu une mise en place de chômage technique, soit il y a eu la mise en place de chômage partiel, soit il y a eu la mise en place de, comment on appelle ça, le fait de prendre des congés, donc du congé forcé quelque part, ou des congés payés. Comment? Une sorte d'anticipation des congés annuels. Tout à fait. Ou bien il y a eu aussi des licenciements parce qu'il y a des secteurs qui n'ont pas tenu le coup. Et donc, en termes d'état des lieux, de ce qui s'est passé, à part l'aspect sanitaire, à part l'aspect sécuritaire, d'un point de vue corporel, il y a aussi l'aspect économique. Et donc, face à cet aspect économique, beaucoup d'entreprises se sont trouvées perdues, se sont trouvées exclues et n'ont pas eu les outils pour pouvoir gérer ces différentes situations. Et donc, face à ça, eh bien, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a plusieurs outils, il y a plusieurs situations. Et en même temps, c'est de comprendre que dans tout changement organisationnel, dans tout changement et transition, face au changement, en fait, il y a un cycle et il y a un processus psychologique. Et c'est ce que je vais vous présenter là maintenant. Ce cycle et ce processus psychologique fait partie de tout ce qui peut arriver face au changement. Et ce qu'on vit là avec le Covid, c'est du changement. Et donc, face à cette situation de changement, il y a la fin d'un système et le début de quelque chose de nouveau. Donc, on arrête une façon de faire, par exemple, on arrête de travailler en face à face, en réunion en face à face, et on commence le télétravail. Et si on ne va pas se réinventer,
si on ne fait pas appel à sa créativité, si on ne fait pas appel à une vision différente des choses, eh bien, il peut y avoir de la casse, il peut y avoir de la déprime, il peut y avoir un sentiment d'être complètement stressé, abandonné. Et ça, au niveau du management, c'est important de prendre en compte ces éléments-là et de savoir que face à tout changement, là c'est le Covid, mais ça peut être tout changement, il y a cette courbe-là et c'est une courbe qui descend et qui remonte. Et pour chaque organisation, pour chaque personne, elle a son propre rythme. Mais juste de savoir que c'est naturel d'avoir une descente et une remontée, eh bien, ça permet d'accompagner dans cette posture de manager-coach, d'accompagner ce changement, cette transition. Donc, première étape qui se passe quand on est face à un changement et qu'on est dans la descente, c'est ce qu'on appelle le déni. Donc, le déni, quand il y a la fin de quelque chose, quand il y a la découverte de quelque chose de nouveau, et c'est quelque chose qui est pas forcément quelque chose de sympa, quelque chose qui est plutôt choquant, hein, quelque chose, ce qui est arrivé là maintenant au niveau mondial, c'est quelque chose qui est plutôt choquant, eh bien, on va avoir affaire à ce qu'on appelle le déni. Donc, la personne, elle n'accepte pas ce qui arrive. Donc, elle est dans la remise en question et on l'a observé dans beaucoup de pays que les personnes disent, par exemple au début, le Covid, ça n'existe pas, c'est une invention, c'est pas vrai, il n'y a rien, ça n'existe pas. Et ça, c'est ce qu'on appelle le déni. Donc, c'est tout à fait naturel, face à un changement, de vivre cette situation-là, d'être dans le refus de quelque chose de nouveau. Si la personne commence à descendre, à aller encore plus bas, elle peut vivre ce qu'on appelle de l'anxiété. Et quand il y a eu beaucoup de personnes qui se sont retrouvées dans le confinement et qui ont vécu cette anxiété. L'anxiété, elle se présente à partir du moment où je n'ai pas le contrôle sur l'avenir, où je n'ai pas le contrôle sur le présent. Donc, j'ai l'impression que je ne peux pas maîtriser la situation. Et donc, je vais vivre une sensation d'anxiété. Et là, on continue à descendre dans cette spirale et dans cette descente face à un choc. Et c'est à ce moment-là que les personnes, elles réalisent qu'elles ont un choc ou qu'elles ont vécu un choc. Donc, c'est là où la personne dit, au fait, c'est vrai, on s'est arrêté, au fait, c'est vrai, il y a un problème de santé publique international, au fait, c'est vrai, il y a un choc qui va arriver qui est économique, etc. Donc, la prise de conscience, après avoir été dans le déni, vient à ce moment-là. Et la personne continue à descendre, ou l'organisation. Et de l'anxiété, on va avoir quelque chose qui est relié à un état émotionnel de peur et qui est la peur de l'avenir. Et face à la peur, la personne, au lieu que la peur soit un moteur dans cette descente-là pour dire « Ok, je vais faire ce qu'il faut pour que ça marche », c'est plutôt, cette sensation de peur va fonctionner plutôt comme quelque chose qui va inhiber. Donc, il va empêcher la personne d'agir et de faire les choses d'une manière adaptée. Si on continue à descendre, on va voir des réactions de colère. Et ça, il y a eu beaucoup de personnes qui ont vécu des situations de colère. Alors, ça peut être des situations de colère au sein de la famille, quand les personnes sont restées confinées. Ça peut être des situations de colère face à ce qui s'est passé, le fait de confiner tout le monde, d'en vouloir aussi bien à l'organisation, aux organisations d'une manière générale. Et donc, de chercher qui est le coupable, qui nous a mis dans cette situation-là. Tout en continuant à descendre, de prendre contact avec cette sensation de frustration. Encore une fois, d'être dans cette sensation de ne pas pouvoir maîtriser, de ne pas pouvoir agir. Et jusque-là, à chaque fois, la personne descend de plus en plus bas, jusqu'à arriver à un état de confusion, un état où la personne se dit « Bon, qu'est-ce qui se passe là maintenant? Qu'est-ce que je fais ?» Dans cet état de confusion, la personne commence à explorer, dans la deuxième colonne, de nouvelles façons de faire, de nouvelles réactions, de nouvelles manières d'entreprendre les choses, et elle va se réorienter en ayant du stress négatif
vers le stress positif. Et donc, entre ce stress négatif et ce stress positif, il y a une façon d'être qui est ce qu'on appelle l'approche évitement. Donc, je teste quelque chose tout en évitant d'avoir mal. Donc, je vais mettre en place de nouvelles comment dirais-je, actions en entreprise, de nouvelles compétences, peut-être de nouvelles valeurs ou une nouvelle stratégie, mais tout en ayant peur, en testant. Ça marche pas, parce qu'on est dans un contexte où on ne sait pas trop où on va. Mais à ce moment-là, ce qui est positif, c'est qu'on est dans la remontée. Dans la courbe, on est dans la remontée. Après l'approche évitement, comme on est sorti de tous ces états limitants de départ, on se connecte plus à notre créativité. Et là, les idées commencent à fuser. Et là, on démarre vers quelque chose où on recommence à voir les choses autrement. Et dans cet espace de créativité où on voit les choses autrement, on peut avoir un côté sceptique. Comme tout à l'heure, on avait de la peur qui nous inhibait. Là, c'est plutôt de la peur, mais de la méfiance. Est-ce que ça va marcher, ça ne va pas marcher? Mais en mode, c'est un moteur. C'est un moteur qui me fait bouger positivement et qui m'amène vers le haut, vers l'acceptation de la situation telle qu'on est en train de la vivre actuellement. Cette acceptation va permettre à la personne ou à l'organisation d'être impatient, d'aller plus haut, de faire encore plus de choses et d'entretenir l'espoir. L'espoir qui permet d'avoir cette énergie dans cette dynamique de recommencement et à la fin d'avoir cet enthousiasme. Donc, tous ces éléments-là, c'est tout à fait normal quand on est face à un changement organisationnel au niveau humain, de vivre une courbe où la personne descend, où l'entreprise va vivre à travers les personnes qui constituent cette entreprise ces différentes étapes et de remonter. Le rôle du manager coach, c'est d'être conscient qu'il y a ces étapes-là au niveau organisationnel et en même temps d'être dans la posture où il va accompagner cette descente et accompagner cette remontée. Quand je dis accompagner, c'est à travers des outils. OK? Est-ce que c'est bon jusque-là? Oui, Céhil, merci. J'ai une question d'une personne sur YouTube. La question, elle se demande, est-ce que chacune des étapes du cycle de ce processus, est-ce qu'il doit être respecté forcément par toutes les personnes? Ou bien est-ce qu'on peut passer elle dit par exemple, du déni à la peur, la colère, et puis revenir à l'anxiété? Tout à fait. En fait, là, ça peut être très rapide et la personne peut ne pas même s'en rendre compte. D'accord? La courbe que je viens de vous présenter ressemble beaucoup à ce qu'on voit en thérapie qu'on appelle la courbe du deuil. Dans la courbe du deuil, il y a effectivement une descente et une remontée. D'accord? Là, c'est plus une courbe qui est effectivement le deuil, mais pas forcément quelqu'un qui est mort, mais c'est faire le deuil d'une ancienne façon de faire pour aller vers une nouvelle façon de faire. Et dans ce deuil-là, il y a forcément une descente et une remontée. Peut-être pas tous les états émotionnels, mais la personne ou les gens dans l'organisation peuvent passer par ces différents états émotionnels. Donc, si je suis dans l'organisation, ce n'est pas choquant de voir des gens qui peuvent avoir peur. Ce n'est pas choquant de voir des gens qui peuvent être en colère, d'être frustrés, d'être stressés. C'est tout à fait normal. C'est ça que je veux expliquer dans un premier temps. Dans le contexte que nous vivons, je connais beaucoup de managers parce que je coach des dirigeants d'entreprise, je coach des managers qui, au début, avant le coaching ou avant la formation, se disent « mais pourquoi les gens sont en colère? Pourquoi les gens sont aussi stressés? Pourquoi ?» Alors que quand ils prennent conscience que ça fait partie d'une courbe naturelle, que comme il y a une descente, il y a aussi une remontée, et que leur rôle à eux est plutôt d'accompagner la descente, pas de la provoquer, de l'accompagner et d'accompagner la remontée, donc du coup d'accompagner un cycle naturel face au changement. Donc tout type de changement, c'est normal de vivre ces états émotionnels. Qu'est-ce qui peut se passer dans certaines organisations? C'est que certaines personnes peuvent rester bloquées dans la descente.
Et là, on peut constater qu'il y a des personnes qui peuvent rester bloquées dans le déni en disant non, c'est pas vrai, c'est pas arrivé. Ou bien, par exemple, arrêter de faire autant, il ne s'est rien passé, il n'y a rien de grave. Et donc, ils vont être dans ce déni-là de ça ne sert à rien de faire des changements, de toute façon, il ne s'est rien passé. Donc, il y a des gens qui peuvent rester bloqués dans la descente. Il y a des gens qui peuvent rester bloqués dans la colère. Il y a des gens qui peuvent rester bloqués dans cette peur ou dans ce stress ou dans cette confusion. Notre rôle à nous, quand on est manager et manager coach, c'est de les accompagner, c'est-à-dire de les rassurer que ça fait partie du cycle normal, que comme il y a une descente, il y a aussi une remontée. D'accord? Donc, on est dans cet aspect-là d'amener les gens à se réconcilier avec ces états émotionnels pour se réorienter, pour voir les choses autrement. Et par la suite, la troisième étape, c'est de renforcer l'engagement et l'implication des personnes. Cyril, j'ai certains collaborateurs qui en coaching ont reçu des managers et qui me partageaient qu'au départ, c'était des personnes qui étaient optimistes, qui avaient de l'espoir, tout et tout, qui semblaient avoir accepté cette situation de Covid. Et peu à peu, ces personnes devenaient colériques et la peur commençait à s'installer, l'anxiété, c'est-à-dire c'est comme si c'était la courbe inverse, en fait, qui, je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, c'est une bonne question, une bonne remarque, Arthur, parce que quelqu'un peut nous paraître enthousiaste. D'accord? Dans une situation où il y a un choc, et tout le monde a vécu un choc international. Hein. Personne ne s'attendait à ce qu'il y ait une fermeture des frontières, que les gens soient chez eux, que économiquement ça impacte autant la planète. Et donc, c'est un choc international. Et si quelqu'un, face à ce choc-là, dit « ouais, tout va bien, c'est super, c'est génial », eh bien, c'est une forme de déni. Donc, le déni, ce n'est pas uniquement de dire « non, ce n'est pas arrivé ». Ça peut être aussi montré par moi, tout va bien, je ne suis pas touché, voilà, je suis tranquille, c'est bien, oui, tu vas voir, d'accord? Donc, ce n'est pas un vrai enthousiasme, c'est je cache ce que je ressens par une autre sensation. D'accord? Donc, ça peut arriver. Et d'ailleurs, ce qui prouve que ça arrive, c'est que justement, la personne, bah, après, elle chute. Donc simplement, c'est de dire respectons cette courbe-là et respectons le rythme de chacun. Parce que dans la descente ou la remontée, chacun va descendre à son rythme et chacun va remonter à son rythme. Notre rôle à nous dans les organisations, dans cette posture de manager-coach, c'est d'amener les gens à prendre conscience que ça existe et de les accompagner aussi bien dans la descente que dans la remontée. D'accord? C'est ça qu'on va faire et il y a des outils par rapport à ça. D'accord? Alors, il y a plusieurs outils qui existent par rapport à ça. Moi, ce que je vous ai proposé, c'est aujourd'hui, c'est les niveaux logiques de Robert Dills. Tu l'as dit tout à l'heure, je suis formé également à la théorie des organisations de Berne. Berne explique également à travers un tableau, un genre comment dirais-je, de tableau comme un signal signalétique hein, qui explique, tableau de bord, comment on analyse une structure et une organisation et comment, à travers cette analyse, on peut prendre conscience d'éléments. Ce que j'aime bien chez Robert Dills, en comparaison, c'est que chez Robert Dills, il va, à travers le diagnostic de ce qui se passe au niveau organisationnel, que ce soit au niveau individuel ou au niveau structure d'entreprise, donc il va plus loin, ce n'est pas que l'organisation, c'est l'organisation et aussi l'individu, eh bien, il propose ce qu'on appelle un plan d'action derrière. Donc, c'est comment je peux agir derrière, quelles sont les recommandations que je peux faire par rapport à ça. Alors, par rapport à cette notion hein, de niveau logique, ça se base sur le fait que toutes nos pensées, toutes nos actions se classent dans différents niveaux d'expérience, qu'on appelle les niveaux logiques que je vais vous présenter. Et dans ce modèle, il met en évidence 6 niveaux logiques, 6 niveaux de pensée qui vont, ce modèle va permettre de comprendre ce qu'on appelle le processus de changement et la cohérence du projet, la cohérence de l'objectif,
la cohérence du but à atteindre en fonction du changement, à travers le processus que je vais vous expliquer. Donc, c'est ça qui est intéressant dans ce modèle, c'est de comprendre en termes de diagnostic, qu'est-ce qui se passe, à quel niveau ça se passe, et dans un deuxième temps, comment agir pour accompagner ce changement, pour accompagner le projet dans ce changement, ou l'objectif à atteindre dans ce changement. Alors, déjà présenté, qui est Robert Dills? Alors, je ne sais pas si c'est visible ou pas, là, comme ça. Ouais, c'est bon, c'est bon. OK. Donc, Robert Dills, c'est un formateur, un consultant américain qui a travaillé dans le domaine de la programmation neurolinguistique. Alors, Franck aura la possibilité plus de s'étendre sur la PNL et de vous en parler plus de Bandler et Grinder, comment ils ont mis en place au niveau historique la PNL. Et donc, Robert Dills fait partie du premier cercle des personnes qui ont rejoint ce modèle de la PNL et ce domaine de la PNL, et il a beaucoup écrit. Donc, c'est un auteur américain qui a beaucoup développé notamment tout ce qui est modélisation, c'est-à-dire comment on arrive à modéliser l'excellence. Et donc, il a écrit beaucoup de livres à ce niveau-là, dont Stratégie de l'excellence, et il a travaillé sur ce qu'on appelle les niveaux logiques, se basant sur les travaux de Gregory Bateson, qui est un anthropologue. Et il a repris les travaux de Gregory Bateson pour mettre en place ces niveaux logiques et qui ont une grande utilité aussi bien au niveau individuel qu'au niveau de l'organisation, donc dans l'entreprise ou organisationnelle. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces 6 niveaux logiques? Donc, c'est une pyramide. Et dans cette pyramide, il y a donc il y a 6 niveaux. Donc, je vais vous présenter cette pyramide-là, d'accord? Je vais vous expliquer en chaque niveau qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue. Et dans un deuxième temps, après vous l'avoir présenté, on fera un exercice où je vous demanderai de choisir un objectif. Et c'est là où je vous demanderai de prendre une feuille et un stylo et choisir un objectif qui vous tient à cœur et de travailler sur cet objectif, alors objectif ou projet, à travers les niveaux logiques. Alors, ça peut être un objectif par rapport à ce qui se passe actuellement dans le contexte actuel ou un autre objectif. Alors, dans les niveaux logiques, premier élément des niveaux logiques, c'est ce qu'on appelle l'environnement. Alors, quand je dis environnement, c'est ce qu'on appelle où, la question à poser, c'est où et quand. Quand je dis environnement, c'est de se poser la question, dans notre environnement aujourd'hui, quelles sont nos limites et quelles sont nos opportunités. D'une manière spontanée, quelqu'un pourrait, en fonction de ce qui se passe actuellement, à travers le Covid, ne voir que les limites, en disant « je ne peux pas développer mon activité », je ne peux pas aller plus loin par rapport à ce que je propose, et donc ne voir que l'aspect limite. Quelqu'un d'autre, si par exemple il utilise les outils de la PNL, programmation neurolinguistique, dont les niveaux logiques, pourrait le voir sous l'aspect opportunité. Donc si quelqu'un vit un problème, soit il le voit tel qu'il est en mode problème, soit il change sa perception, il change son angle de vue, et il le voit sous la forme d'une opportunité. Et donc ça, vous le verrez plus quand Franck vous parlera de la PNL, c'est comment faire pour changer sa croyance, comment faire pour voir les choses sous un autre angle qui permette de sortir du problème pour aller vers la solution. Et donc, ce qui est très important dans une organisation, par exemple, c'est de connaître les limites de l'organisation, mais c'est aussi d'être conscient des opportunités. Et quand on est une organisation, c'est important d'avoir la maîtrise de l'environnement. Ça veut dire, l'environnement, quand je parle d'environnement, c'est tout ce qui est socio-culturel, tout ce qui se rattache à l'entreprise, à l'organisation. Donc, quel est l'environnement de l'organisation ? Qui fait quoi dans l'organisation? Quelles sont les règles qui existent dans l'organisation? Ça, c'est important de les avoir et qu'elles soient clairement définies. D'accord? Ensuite, quand cette partie-là est clairement définie, on peut s'intéresser
à l'élément qui est au-dessus, qui est ce qu'on appelle les comportements. Donc, dès qu'on sait où est-ce qu'on agit et quand est-ce qu'on agit, eh bien, on va s'intéresser aux objectifs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui nous est demandé de faire, c'est-à-dire quelles sont nos actions et comment on va réagir par rapport à un contexte donné. Là, par exemple, si je reprends l'exemple suite au Covid, si notre environnement de travail, il change, eh bien, on passe de quelque chose qui est du temps en entreprise à du télétravail. Donc, notre environnement, il a changé et donc ça impacte notre comportement. Si l'environnement change, le comportement va s'adapter en fonction de l'environnement. Donc, la personne ne va pas agir de la même façon quand elle est au bureau que quand elle est chez elle. Ce qui fait que si la personne, si dans l'organisation, on met en place du télétravail, c'est très important, par exemple, en termes de comportement, en termes d'environnement, de garder les mêmes horaires de travail. Si, par exemple, une personne avait des horaires de travail où elle démarre à 8 heures du matin dans l'entreprise et elle finit à 17 heures, eh bien, même si elle est chez elle et qu'elle fait du télétravail, elle va démarrer à 8 heures du matin et elle va finir à 17 heures. S'il n'y a pas les mêmes horaires, d'accord, donc la personne, qu'est-ce qui se passe? Elle aura un comportement différent. Elle dira, bon, bah, je suis à la maison, donc je peux me laisser aller et faire comme si je suis à la maison. Alors que si elle met en place un environnement chez elle dédié au travail, avec des horaires, donc on est dans le où et le quand, donc le comportement va suivre, les actions et les réactions vont aller dans la même dynamique. Et là, c'est très important également de définir quelles sont les actions, de définir quels sont les objectifs. Et quand je suis manager, c'est de demander à mes collaborateurs de leur donner des tâches et de leur donner des objectifs clairement définis par rapport à ce que j'attends d'eux et par rapport à ce comportement. Dès que le comportement il est clair, il est mis en place, on peut passer à la partie compétences ou capacités. Donc, on va s'intéresser à qu'est-ce qui me permet, comment atteindre mon objectif. Dès que j'ai l'objectif qui est en tête, je sais ce que je veux, d'accord? Eh bien, je vais aller dans quels sont les moyens, quelles sont les capacités dont je dispose pour atteindre mon objectif. Et donc, par rapport à ces compétences-là, dès que ces moyens sont définis, la perception et l'orientation qui va être choisie par rapport au projet sera beaucoup plus claire. Si l'objectif n'est pas défini, si les moyens ne sont pas définis, donc quoi faire et comment le faire, eh bien en termes de perception, en termes d'orientation, eh bien les gens n'auront pas une perception claire. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de collaborateurs dans ce nouveau contexte, ils peuvent vous dire c'est pas clair où on va, c'est pas clair qu'est-ce qui va se passer par la suite, parce que justement les objectifs ils sont pas clairement définis, qui fait quoi, et en même temps les moyens ne sont pas clairement mis en place ou identifiés. Donc à partir du moment où on les identifie, les perceptions et les orientations sont claires. Dès que ça c'est fait, on passe au niveau au-dessus. Dans le niveau au-dessus, on va s'intéresser à qu'est-ce qui est important pour la personne. Quelle est sa conviction? Donc, on va s'intéresser à deux aspects qui sont, un, les valeurs et deux, les croyances. Ça veut dire qu'on va demander à la personne ce qui est important pour elle pour créer la motivation, pour l'amener à dépasser ses craintes. À travers des permissions, la personne va pouvoir justement dépasser quelque chose qui pourrait être un obstacle pour elle. Parce que ce que nous vivons, même si nous fixons des objectifs et on dit « Ok, voilà, par exemple, je veux démarrer un télétravail, ok, mais quelque part, j'ai peur de ne pas savoir le mettre en place, j'ai peur de ne pas savoir le déployer, ou bien j'ai peur de reprendre le travail si je vais avoir des personnes qui vont être malades et ne vont pas déclarer qu'elles sont malades. » Et donc, ce qui est important pour moi, par exemple, c'est de pouvoir communiquer sur
comment dirais-je, pour être en termes de valeur, d'être dans la clarté, d'être dans la transparence. Donc, de communiquer sur ces valeurs-là, de communiquer sur cette clarté, sur cette transparence, sur des respects, le respect, par exemple, des gestes barrières, le respect de la personne, etc. Donc, ça, à ce moment-là, ce qui sera important, c'est de définir ces éléments-là. Depuis que nous, on a repris l'activité en Tunisie, je suis beaucoup sollicité en entreprise pour faire des team building. Et dans les team building, les entreprises qu'elles me demandent, c'est de travailler avec ce nouveau contexte sur de nouvelles valeurs. Des valeurs d'entreprise qui vont permettre aux gens d'être soudés, de travailler cette cohésion. Parce que s'il n'y a pas ces valeurs-là, eh bien, il va y avoir quelque part, oui, les objectifs sont définis, on a les moyens, mais il n'y a pas de collaboration, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'implication. Cette implication et cet engagement vont venir à travers les valeurs et des valeurs qui sont partagées, des valeurs qui ne sont pas imposées en disant voici nos valeurs, mais des valeurs qui sont co-créées. Et à travers des exercices et des jeux de team building, on travaille ces éléments-là. On le fait également à travers les niveaux logiques de Robert Dilts. Dès que les valeurs et les croyances sont clairement définies, la personne est motivée et elle va se donner des permissions. À ce moment-là, elle a la réponse à, ou elle a un début de réponse à qui suis-je dans l'organisation ou qui suis-je dans l'aspect rôle et mission. Quel est mon rôle et quelle est ma mission? Donc, si une personne, on veut que la personne ait un esprit d'appartenance à l'organisation, on a besoin de reconnaître la personne. Ça veut dire que dans le process organisationnel, toute personne est importante dans l'organisation. Toute personne est reconnue dans l'organisation. Et il y a pas mal de personnes qui viennent en coaching et qui se plaignent du fait de ne pas être reconnues. Reconnues en tant qu'individu, en disant, voilà, moi je suis un matricule, je ne me sens pas appartenir à l'organisation. Et du coup, ces personnes-là vont quitter l'organisation, elles vont partir et elles ne vont pas donc rester par rapport à ça. Et donc, le fait de définir qui suis-je dans l'organisation, ça permet d'avoir une vision plus claire sur mon rôle et sur ma mission. Et ça, au niveau organisationnel, ce qui va permettre de le faire, c'est, oui, dans le contrat, hein, que les contrats soient clairement écrits, et c'est également important de l'afficher quand on affiche les rôles de chacun dans l'entreprise pour pouvoir, à travers un diagramme, hein, pour pouvoir expliquer, voilà, il y a la direction générale, il y a les N-1, N-2, etc. Et donc, à travers cet organigramme, on va pouvoir savoir qui est qui et on va pouvoir justement comprendre les rôles et les missions. Et des fois, ben, ce n'est pas clair dans l'entreprise. Et donc, ça crée des conflits, ça crée des situations où les gens vont chercher à avoir le pouvoir autrement. Si ça c'est clairement défini, eh bien la personne, on va lui permettre de renforcer son appartenance. L'appartenance, c'est d'aller au-delà de sa propre personne. Ça veut dire de répondre à la question « Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis dans l'organisation? Quelle est ma vision? Quelle est ma stratégie ?» Et là, je reviens dans le rôle aussi bien de la direction générale que des DRH qui ont besoin de déployer une vision et une stratégie et de communiquer sur cette vision et sur cette stratégie pour l'organisation. Et quelque part, d'avoir l'adhésion des collaborateurs sur la vision et la stratégie, ça se fait à travers l'alignement des niveaux logiques. Donc, dès que ces niveaux logiques sont alignés, ça veut dire quoi alignés? Ça veut dire que la personne, elle est en accord avec ces éléments-là. Elle est en accord avec l'environnement. Le qui fait quoi, il est clair. Les moyens sont clairement définis. Ce qui est important est dit. Ce qui est de l'ordre des convictions, la personne peut parler, peut dire les choses.
elle se sent reconnue dans son identité, dans l'organisation, et donc ce sentiment d'appartenance, ce lien fort et cet engagement et l'implication vont venir à travers justement la vision et l'interprétation. Et quand j'ai coaché beaucoup de dirigeants, aussi bien des dirigeants dans des structures d'entreprise que des dirigeants politiques, eh bien, ce qui a fait que le coaching a réussi, c'est pour eux, hein, c'est leur retour, c'est le fait d'avoir cette vision et interprétation qui est clairement définie. Et à partir du moment où elle est clairement définie, c'est de pouvoir la communiquer, c'est de pouvoir la diffuser, c'est de pouvoir dire voilà ce qui va se passer et voilà ce que je vois et voilà quelle est ma stratégie. Dans des entreprises où il y a beaucoup de craintes, où il y a beaucoup de peur, où il y a beaucoup d'insécurité, c'est à partir du moment où, au niveau de la direction générale ou au niveau de la partie DRH, la vision n'est pas claire, la vision n'est pas partagée. Et donc, il y a comme un secret qui est maintenu, et ce secret-là, cette politique de secret, freine le déploiement d'entreprise, freine le développement de l'entreprise. Et ça crée beaucoup plus de peur, de méfiance, ça crée beaucoup plus de clans et ça crée beaucoup plus de conflits par rapport au relationnel. Est-ce que tu as une question, Arthur, par rapport à ça? Oui, en fait, il y a un intervenant qui souhaite savoir, je crois que c'est Bayri qui dit, que pensez-vous de l'expression personne n'est indispensable dans une organisation? Alors, c'est ce que beaucoup de dirigeants que j'ai accompagnés ont en tête, d'accord, en termes de croyances. Okay. Alors, moi, mon rôle, ce n'est pas en tant que coach, hein, ce n'est pas de combattre une croyance. Hein. C'est dans un premier temps de respecter la croyance de la personne et c'est de voir si pour elle, c'est une croyance qui est aidante, qui lui permet de réaliser quelque chose de positif pour elle et pour l'organisation, tant mieux. Si pour elle, c'est quelque chose qui est limitant, qui est bloquant, ben moi, je peux l'accompagner pour transformer et changer cette croyance. D'accord ? Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, dans toute organisation, il y a 3 types de logique. Il y a une première logique qu'on appelle la logique économique. Il y a une deuxième logique qu'on appelle la logique sociale. Il y a une troisième logique qu'on appelle la logique politique. Okay. Donc, dans la logique économique, ce qui intéresse le dirigeant d'entreprise, c'est les chiffres, c'est le chiffre d'affaires, c'est les objectifs. Dans cette logique, si, le chef d'entreprise, il a cette logique-là, en logique dominante, il aura cette croyance qui a été citée que nul n'est indispensable. Parce qu'il perçoit l'organisation comme des process, et dans le process, toute personne peut être remplacée. Si le premier responsable a une logique sociale, ça veut dire ce qui est important pour lui en priorité, c'est de s'intéresser aux individus, de s'intéresser aux personnes. Et ce qu'il pense, c'est que quand les personnes sont dans une bonne ambiance, le travail va forcément bien marcher, eh bien, il n'aura pas cette vision, il n'aura pas cette croyance que nul n'est indispensable. S'il a une vision politique, dans cette vision politique, c'est le fait de donner le pouvoir aux personnes, le pouvoir de signature, le pouvoir de rémunération, le pouvoir des différents types de pouvoirs, eh bien, il n'aura pas non plus ce type de croyance. Donc, les personnes qui ont ce type de croyance que nul n'est indispensable, c'est souvent des personnes qui sont dominantes dans la logique économique. Maintenant, dans toute organisation, il y a ces 3 logiques. Il y a ces 3 façons de faire. D'accord ? Peu importe que la dominante soit économique, politique ou sociale, mais il y a besoin, dans toute organisation, qu'il y ait l'équilibre entre les 3 parties. Ça veut dire que s'il n'y a qu'une logique économique, si ce qui m'intéresse, ce n'est que les chiffres, et que dans l'organisation, les employés que j'ai en face de moi, ce qui est important pour eux, ce ne sont pas les chiffres en priorité, hein, c'est le côté social, eh bien, je peux être en conflit avec eux.
Ça veut dire que j'aurais besoin, en tant que premier responsable, en tant que dirigeant ou DRH ou manager de la structure, de leur parler leur langage. Ça veut dire d'aller d'abord au niveau social pour les amener au niveau économique. Donc, par exemple, d'amener, par exemple, si quelqu'un il se marie, de le féliciter, de lui offrir des choses. Si c'est par exemple, il a réussi quelque chose, c'est de le fêter. C'est voilà, c'est d'amener quelque chose plutôt de social. Et ce côté social-là va motiver la structure si, encore une fois, si c'est ce que cherche la structure, c'est ce que cherchent les collaborateurs et les employés. Si en revanche, ce que cherchent les employés et les collaborateurs sont plutôt quelque chose de politique, et c'est ce que je rencontre beaucoup dans les entreprises et les organisations, où le premier responsable, lui, il a une logique économique, donc ce qui l'intéresse, c'est les chiffres, et que comme il ne donne pas une logique politique, il ne donne pas beaucoup d'importance à la logique politique qui est la distribution des pouvoirs, il se retrouve, enfin, la structure se retrouve avec des défaillances parce que les N-1 n'ont pas de pouvoir. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les N-2, les N-3 vont bypasser les N-1 et ils vont aller directement à la direction générale pour avoir un accord ou pour créer des rumeurs ou pour etc. Et donc, ça va créer des dysfonctionnements au niveau organisationnel. Donc, pour résumer, c'est une croyance qui existe chez des personnes qui ont ce type de logique, mais ce qui est important derrière, c'est de savoir si ça marche, tant mieux, on le garde. Si ça ne marche pas, par quoi on peut le remplacer. OK, donc Je ne sais pas si ça merci. répond à la question. Merci Céline. Je ne sais pas, c'est à Barry de nous dire si Céline a répondu à la question. Pour moi, ça me convient. Donc, on a En tout Jean cas, ce qui Conan. est important, c'est qu'il y ait l'équilibre des trois. Et que, en tant que premier responsable, je sois à l'écoute de la structure. Euh, Quel est le besoin de la structure? Si c'est social, je donne un besoin social. Si c'est économique, les objectifs, le chiffre d'affaires, je donne ce besoin-là. Si c'est politique, c'est la répartition des pouvoirs, je vais donner cet élément-là, tout en gardant à l'esprit que j'ai besoin des trois. OK. Donc, j'ai une question qui nous vient de Jean Conan qui dit quel est l'impact du changement à répétition des dirigeants sur le bien-être des employés? Donc, quel est l'impact, ou bien quel pourrait être l'impact du changement à répétition des dirigeants sur le bien-être des employés? Quelles dispositions pour garder le niveau de performance face à ces changements? Alors, on l'a vu tout à l'heure face au changement, Arthur. Hein, dès qu'il y a un changement, il y a une descente. Donc, s'il y a un turnover important, quel que soit, hein, ça peut être soit au niveau des dirigeants, soit au niveau des collaborateurs, eh bien, les entités ou les éléments ou les personnes dans l'organisation vont forcément passer par une descente, une remontée. Choc, déni, peur, anxiété, etc. D'accord? Donc, ça ne va pas maintenir une sécurité dans l'organisation. Il va y avoir, les gens dans l'organisation vont se sentir en insécurité, que ce soit les dirigeants ou que ce soit les collaborateurs. Le turnover, qu'il soit, quel que soit le niveau où il est, ne permet pas la sécurité. Et ce qui va renforcer le turnover, c'est le fait que la communication ne soit pas au rendez-vous, qu'il y ait par exemple un management de la peur, que justement, en fait, c'est comme si on est dans un cercle vicieux. Plus il y a de la peur, plus il y a de l'anxiété, moins les gens se sentent en sécurité, plus ils quittent. Et plus ils quittent, moins on se sent en sécurité. Donc c'est comment sortir de ce cercle vicieux, aller vers un cercle vertueux. Les niveaux logiques est un outil qui peut nous aider à le faire. OK. Donc, merci beaucoup. J'ai une autre question d'un autre participant. Cela concerne le droit à l'erreur. Comment est-ce que cela peut s'expliquer lorsque de plus en plus on souhaite que les managers puissent permettre que leurs employés, leurs collaborateurs aient droit à l'erreur? Alors,
C'est une question très pertinente parce que c'est ce qui me permet de rebondir sur la posture de manager-coach. Dans la posture de manager-coach, on utilise des présupposés, des croyances, des règles qui existent dans la PNL, programmation neurolinguistique, qui sera expliquée plus par Franck Platzek, et qui permet en fait, un des présupposés, c'est de dire il n'y a pas d'erreur, il n'y a que du feedback. Quand on est dans une dynamique où le manager il est dans la position haute, ça veut dire le manager, c'est un manager expert. Quand le manager est un manager expert, dans la posture de consultant, dans la posture de quelqu'un qui va transmettre quelque chose, eh bien, il est dans le jugement. Il est dans le jugement de ce que fait la personne. Et à ce moment-là, il sera beaucoup plus focalisé sur les erreurs à ne pas faire pour justement faire autre chose, autrement. D'accord ? Et dans cette posture-là, eh bien, il peut y avoir de la peur des collaborateurs, il peut y avoir de l'anxiété et il peut y avoir de la démotivation. J'ai bien dit il peut et non pas il va. Alors que dans la posture de manager-coach, le manager passe de la position haute, dont je suis expert, dans la position basse. C'est quoi la position basse? C'est je ne suis plus expert. Ça veut dire je te fais faire ta tâche. Donc, je travaille la délégation. Dans cette posture-là, je vais plus développer l'écoute. Quand on parle d'écoute, à ce moment-là, on parle de l'écoute active qui a été développée par Carl Rogers, qui est une écoute où il n'y a pas de jugement, qui est une écoute où j'accompagne la personne avec ses propres vérités et je l'amène à prendre les leçons par elle-même. C'est elle qui va apprendre par ses erreurs. Et au lieu de voir la dynamique erreur, au lieu de se concentrer sur les erreurs, c'est plutôt de se concentrer sur ce qu'on appelle le feedback. Ça veut dire qu'est-ce que j'ai appris. Et je ne sais pas Arthur si tu connais une des phrases célèbres du Dalai Lama là, qui dit je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Voilà. Tu la connais cette phrase-là? Ouais. Donc, c'est comment mettre en place une nouvelle culture d'entreprise, une culture basée sur l'apprentissage. Soit je suis dans cette culture d'apprentissage, soit je suis dans cette culture d'erreur. Et pour te donner un exemple simple, parce que en Orient, ils sont plus dans cette culture d'apprentissage, alors qu'en Occident, on a plus cette culture de erreur. Un exemple où, par exemple, des élèves qui vont apprendre à jouer un instrument au Japon, parce que j'ai un collègue qui travaille au Japon, donc il m'a donné cet exemple-là, qui est que quand les jeunes personnes, 5-6 ans, commencent à apprendre un instrument de musique, on les met face à une pièce où, dans une pièce, ils vont chercher un instrument et ils vont commencer à jouer d'un instrument. Et ils choisissent ce qu'ils veulent, hein, un instrument à cordes, à percussion, etc. Et tous les élèves, ils vont sur une scène. Et en étant sur cette scène-là, ils jouent face à un public. Le public est constitué de parents et d'enseignants de la matière. Et ils jouent pendant 5 minutes. Alors 5 minutes, c'est la cacophonie, ça donne mal à la tête, c'est pour ça qu'ils ne font que 5 minutes. Et au bout de 5 minutes, les parents, les enseignants ont pour consigne de se lever et de faire une standing ovation et de dire bravo, c'est génial, c'est super. L'enfant qui est en contact avec ce premier niveau de reconnaissance par rapport à ce qu'il apprend, va développer dans son cerveau ce qu'on appelle le circuit de la récompense et il va chercher à multiplier ces messages positifs, ces feedbacks positifs pour justement apprendre encore mieux, évoluer et avancer. En parallèle, dans le système éducatif français où moi j'ai fait mes études, je me souviens quand on était dans le collège, pour faire des dictées, il y avait certaines personnes en classe qui pouvaient avoir dans la dictée moins 40 sur 20. Alors, entre nous… on leur enlevait des points, en fait. Moins 40, c'est égal à 0. Hein. C'est 0. Mais psychologiquement, l'enfant qui se dit, l'élève qui se dit, alors je dois faire 40 points de plus pour avoir un vrai 0.
regarde la fatigue et l'état mental dans lequel il est pour avoir un vrai zéro. D'accord? Donc, du coup, tu vois, on n'est pas dans la même façon de faire. Et aujourd'hui, au niveau management, il y a beaucoup de managers, quand je les coach et je les forme, qui ont ce regard-là, qui ont ce regard de je suis orienté vers ce qui ne va pas. Je vois dans le verre ce qui est à moitié vide, pas ce qui est à moitié plein. Et donc, du coup, bien sûr que nous, ce qu'on voit en PNS, c'est qu'il y a une intention positive et que derrière, quand le manager te dit ce qui ne va pas, c'est qu'il veut que tu comprennes par toi-même et que tu améliores cet élément-là. Mais là, nous, on va plus étudier comment transformer ça, comment améliorer ça. Et au lieu de dire ça ne va pas, c'est plutôt de dire, OK, là, tu as fait ça de bien, OK, tu as fait 80% de chemin, et c'est de poser la question, comment d'après toi, tu peux faire les 20% qui restent. Et donc, dans cette attitude-là, une attitude d'accompagnement, dans cette position basse, d'écoute, de non-jugement, d'accompagnement dans la délégation, on accompagne, que ce soit les individus ou les structures, à s'améliorer et aller encore plus loin et se dépasser. Ok, merci Céhil, mais juste une précision. Si tu permets de faire un exercice par rapport à ça, Arthur, sauf si tu as une question ou une interaction. En fait, je reviens toujours à la même question. Concrètement, est-ce que finalement, en entreprise, on doit parler de droit à l'erreur ou bien on va plutôt parler d'apprentissage de feedback? Parce que cette expression, elle est quasi présente, droit à l'erreur. Alors, nous, en PNL, on utilise le terme erreur, mais tout en disant l'erreur n'existe pas. On dit il n'y a pas d'erreur, il n'y a que du feedback. Le feedback, c'est un retour d'information. Ça veut dire que, par exemple, si je veux ouvrir une porte et que je pousse et que la porte ne s'ouvre pas, au lieu de dire j'ai commis une erreur, j'ai un message, j'ai un retour d'information que, en poussant, la porte ne s'ouvre pas. Donc, je vais tirer. Si en tirant, la porte ne s'ouvre pas, c'est un autre message que la porte, ce n'est pas comme ça qu'elle s'ouvre. Donc, je vais pousser sur le côté. Donc, en fait, on va développer la flexibilité en mode essai-erreur, 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 tout en se disant ce n'est pas une erreur, c'est plutôt un retour d'info. Et c'est de cette façon-là que toute personne apprend. Un enfant, quand il marche, il apprend comme ça. Il apprend à travers essai-erreur. Il marche, il tombe. Il cherche l'équilibre, il tombe de l'autre côté. Et il ajuste. Et rien ne se fait, c'est-à-dire aucun apprentissage ne peut se faire s'il n'y a pas d'erreur. Ça n'existe pas un apprentissage sans erreur. Donc, j'ai besoin de me tromper pour apprendre. Et les managers qui n'acceptent pas que les collaborateurs se trompent, eh bien, ils ne leur permettent pas d'apprendre. Et donc, cet aspect de délégation n'existe pas. Et donc, c'est souvent des managers qui sont dans le surcontrôle, donc dans beaucoup de contrôle, qui fait qu'ils n'ont pas développé cette confiance dans le collaborateur. Et qu'est-ce qui fait le collaborateur? Il en profite, du coup, il ne le fait pas bien. Et le collaborateur et le manager continuent à le faire en disant de toute façon, je ne peux pas le faire à mon collaborateur parce qu'il le fait mal. Et on est dans un cercle vicieux. En PNL, on va sortir de ce cercle en disant tu es responsable de tes actions, tu es responsable de tes objectifs et c'est toi qui vas le faire. Moi, je t'accompagne en tant que manager coach à le faire. Je t'accompagne, mais en aucun cas, je le fais à ta place. Très bien. Donc, si tu permets, Arthur, pour le temps qui nous reste, de faire un exercice aux personnes. Donc, je vous propose cet exercice-là, en prenant une feuille et un stylo, de prendre un objectif qui vous tient à cœur. Et je vais vous accompagner sur cet objectif-là. Et après, vous nous donnerez vos retours, si vous voulez partager, par rapport à cet exercice-là, comment vous l'avez vécu, avec quoi vous ressortez. D'accord? Donc, je vous explique l'exercice. En fait, c'est basé sur les niveaux logiques que je viens de vous expliquer. Et en fait, je vais vous poser des questions à chaque niveau, en commençant par le bas, l'environnement, jusqu'à arriver au but. Par rapport à votre objectif, bien sûr, et vous pouvez répondre en écrivant sur le papier, d'accord? Donc, on ne sait pas forcément, l'objectif, ce n'est pas forcément de nous communiquer vos réponses, mais c'est de faire l'exercice pour vous et de nous communiquer avec quoi vous êtes sorti à la fin de cet exercice-là. Et donc, c'est un exercice que vous pourrez
faire faire à vos collaborateurs ou dans une organisation par la suite. Donc, l'exercice, je vais vous poser des questions en fonction de votre objectif. Donc, pensez à un objectif dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, je vais vous proposer de réfléchir quelle est votre perception de cet objectif, c'est-à-dire quelles sont les limites de l'objectif, quelles sont les opportunités par rapport à cet objectif-là. En deuxième temps, je vous demanderai quelles sont les actions et les réactions à mettre en place. Ensuite, comment le mettre en place? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qui êtes-vous, vous, dans cet objectif-là? À quoi vous êtes connecté d'important pour vous? Et à quoi vous êtes relié de plus important que vous par rapport à cet objectif-là. Donc, c'est les différents niveaux logiques. Et par la suite, en arrivant au but de cet objectif-là, je vous proposerai de visualiser une image, un symbole de l'atteinte de cet objectif-là. Et de cet objectif-là et de ce symbole-là, je vous referai le chemin inverse. Donc, je vous demanderai de voir avec quoi vous êtes relié par rapport à ça et qui êtes-vous, qu'est-ce qui est important pour vous par rapport à ce symbole, cette image, et comment vous allez vous y prendre et qu'est-ce que vous allez faire et où et quand. OK? Donc, je vous demande, hop, hop, tac, 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 et voilà. Donc, dans un premier temps, c'est un exercice qui prend à peu près 5 minutes. Hein. Alors, dans un premier temps, je vais vous demander de vous connecter à votre objectif. Alors, ça peut être un objectif professionnel, un objectif personnel, d'accord, peu importe, et de noter sur cet objectif-là où et quand vous souhaitez atteindre votre objectif. Ça peut être, par exemple, hein, ça peut être je veux m'inscrire à la salle de sport, je vais m'inscrire à la salle de sport qui est à côté de chez moi, et je vais m'inscrire à partir de demain. Ça peut être ça, par exemple. Hein, ou ça peut être quelque chose qui vous concerne, vous, si ce n'est pas le sport, par exemple. Donc, notez dans cette partie-là, comme si vous faites un tableau, notez où et quand vous allez mettre en place cet objectif-là. Ou dans l'espace et quand dans la date. D'accord? Parce que tant que ce n'est pas écrit, ce n'est pas concret. Et en même temps que vous notez le où et le quand, par rapport à l'objectif et le projet qui vous tient à cœur, identifiez quelles sont les limites de ce projet. Ça veut dire qu'est-ce qui dépend de vous, qu'est-ce qui ne dépend pas de vous. Et en même temps, quels sont les obstacles de ce projet et quelles sont aussi les opportunités de ce projet. Ça veut dire qu'est-ce que ça va vous permettre de faire, qu'est-ce que vous allez gagner. Comment, en le faisant, vous allez faire autrement. Donc, d'un côté, les limites et de l'autre côté, les opportunités. Après avoir noté ça, d'aller dans la case comportement. Dans cette case comportement, vous allez noter votre objectif clairement défini. Ça veut dire quoi clairement défini? C'est le fait de dire, par exemple, je veux m'inscrire à la salle de sport. Ce n'est pas je ne veux plus être en retard, je ne veux plus prendre du poids, je ne veux plus. Ce n'est pas je ne veux plus, c'est plutôt qu'est-ce que je veux. Et en fonction de qu'est-ce que je veux, quelque chose qui dépend de moi, bien sûr, ça ne peut pas être un objectif de dire je veux que mon patron soit fier de moi. Ça ne marchera pas. Hein. Mais qu'est-ce qui dépend de vous? Notez sur une feuille qu'est-ce qui dépend de vous. Par rapport à ce qui dépend de vous, quelles sont les actions à mettre en place? Comment vous allez réagir par rapport à ces actions-là? Et dès que vous les avez notées, de passer à la case suivante, au niveau au-dessus, qui sont comment mettre en place ces actions-là. Ça veut dire quelles sont les capacités, quels sont les moyens dont vous avez besoin pour mettre en place cet objectif-là. Par exemple, pour mon cas, aller en salle de sport, ça serait de m'organiser. Donc la capacité, la compétence dont j'ai besoin, c'est une compétence organisationnelle. Ça, c'est pour moi. Pour vous, c'est quoi? Ça veut dire comment vous allez mettre en place cet objectif-là. Les moyens internes, les moyens externes. Ce qui dépend de vous, ce qui ne dépend pas de vous. Okay? Donc, notez ces éléments-là. Et en même temps, qu'est-ce que vous percevez? Quelle est votre orientation par rapport à ça? Dès que c'est fait, vous pouvez passer à
Qu'est-ce qui est important pour vous quand vous aurez atteint cet objectif? En répondant à cette question-là, qu'est-ce qui est important pour vous? Vous aurez la motivation. Par exemple, pour mon cas, si c'est aller à la salle de sport, ce qui est important pour moi, c'est de me sentir libre. Voilà, donc cette valeur-là, c'est me sentir libre, libre dans mon corps, libre dans mon esprit. Et ma conviction, c'est quand je vais faire du sport, un corps sain dans un esprit sain. Donc du coup, je suis connecté à moi-même. Ça, c'est ma croyance, d'accord? Donc, qu'est-ce qui est important pour vous? Ce qui est important pour vous, ce qui va vous donner de la motivation, ce qui va vous donner de la permission, notez-le. Qu'est-ce que vous avez le droit de faire? Quelle est votre conviction par rapport à ce qui est important pour vous? Notez-le par rapport à ça. Dès que c'est fait, posez-vous la question, qui êtes-vous quand vous atteignez cet objectif? Qui êtes-vous? Par exemple, pour mon cas, je peux dire, voilà, je suis accompli, je suis en accord avec moi-même, je suis équilibré. Donc, dès que vous avez la réponse « je suis », vous avez une réponse par rapport à votre identité. Qui êtes-vous en accomplissant ce qui est important pour vous? En mettant en place cet élément-là. Vous êtes qui en faisant ça? Et donc, de définir votre rôle, votre mission. Est-ce que c'est un rôle professionnel? Est-ce que c'est un rôle personnel? Est-ce que vous êtes le manager? Est-ce que vous êtes le père de famille, la mère de famille, la directrice? Qui êtes-vous en faisant ce que vous faites et ce qui est important pour vous de faire? En accord avec vous-même, bien sûr. Quelle est votre mission? Qu'est-ce qui est important dans ce que vous faites? Quelle est cette mission qui vous tient à cœur? En le faisant, vous pouvez aller au niveau au-dessus, qui est avec quoi vous êtes relié. Ça veut dire qu'est-ce qui est au-delà de votre propre personne. Quand c'est dans le cadre familial, par exemple, c'est par exemple, je suis relié à ma famille. En tant que père de famille, je suis relié à ma famille. Quand c'est dans un cadre organisationnel, je suis relié à la culture de l'entreprise. Je suis relié à mon pays. Je suis relié à l'humanité. Je suis relié à Dieu. Je suis relié à quelque chose de spirituel. Peu importe. Répondez à quoi vous êtes relié au-dessus de vous. Quelque chose qui est dans le transpersonnel, qui va au-delà de vous. Et donc, en ayant réponse à ça, quelle est votre vision et votre interprétation du monde par rapport à ça? Et en ayant cet élément-là, je vais vous demander de vous connecter à un symbole ou à une image qui représente cette vision, qui représente ce à quoi vous êtes relié. Et je vais vous proposer de voir dans les moindres détails cette image-là. Alors, vous pouvez fermer les yeux pour le faire ou de garder les yeux ouverts, peu importe, mais de vous connecter à cette image. De vous connecter à qu'est-ce qui vous permet d'être relié à quelque chose d'encore plus grand que vous. Alors, je vous propose de voir cette image dans les moindres détails, de voir les formes, de voir les couleurs de cette image-là. Est-ce que c'est une image qui est statique ou qui est en mouvement? Je ne sais pas. De peut-être être en contact avec les sons qu'il y a dans cette image-là. Peut-être qu'il y a des sons, peut-être qu'il y a une musique ou peut-être qu'il n'y a pas de son. Mais en tout cas, d'être connecté à cette représentation. Et tout en étant connecté à cette représentation, de ressentir ce que ça fait à l'intérieur de vous. De ressentir ce que ça fait à l'intérieur de vous, d'être connecté à quelque chose d'encore plus grand, encore plus vaste. Et tout en étant connecté à cette sensation, de voir qu'est-ce que ça vous apporte, vous, cette sensation-là. En quoi ça vous apporte quelque chose d'important pour vous, dans votre rôle, dans votre mission. Et quand vous avez cette réponse-là de ce qui est important pour vous à ce moment-là, de continuer à vous focaliser sur votre motivation, de ce qui est encore plus important pour vous, encore à un niveau encore au-delà de ce qui est important pour vous. Quelles sont les convictions que vous avez? Et de voir les différentes étapes qui vont vous permettre d'y arriver, les différents process
qui vont vous permettre, et les compétences qui vont vous permettre d'atteindre votre objectif, d'atteindre votre projet et de voir quelles sont les actions que vous allez mettre en place. Et grâce à ces actions-là, en les percevant, en les écoutant, en les vivant, de vous connecter au moment où vous allez le faire et à l'endroit où vous allez le faire. Et donc de détecter ces opportunités et de les mettre en place. Et dès que c'est fait, dès que c'est OK pour vous, vous pouvez partager avec nous ce que vous avez vécu par rapport à cet exercice qui a duré à peu près 5 à 7 minutes. Alors peut-être, Arthur, je ne sais pas si toi, tu as joué le jeu avec nous par rapport à l'exercice, de partager ta propre expérience par rapport à ça. En fait, j'avoue que à la 6e étape ou la 7e étape, je ne me rappelle plus, Ouais. j'avoue que je me suis identifié à de l'eau. Okay. Et c'est vrai que c'est la toute première fois que je m'identifiais à l'eau. Et pourquoi? Parce que je trouvais que l'eau reliait les villes, les pays, les continents. Et j'avoue que moi, dans mon objectif de projet, lorsqu'il s'agit de savoir, mon identité, c'est être utile, me savoir utile, contribuer à. Et je me dis que l'eau est ce lien-là entre les cultures, les personnes, etc. etc. Donc, bel exercice, bravo, Seïd. Et beau partage, c'est un très beau partage que tu nous fais. Et c'est très important, Arthur, quand on accompagne, par exemple, sur les niveaux logiques, d'éviter d'être dans le jugement. Parce que chacun a sa perception, tu vois. Toi, tu dis l'eau, quelqu'un d'autre aurait dit, je sais pas, l'air, quelqu'un d'autre aurait dit une étoile. En fait, il n'y a rien, même si ça s'appelle les niveaux logiques, hein, il n'y a rien de logique. Mais il y a une logique personnelle. C'est personnel à toi et c'est cohérent avec ta vision des choses. Et donc, c'est très important quand on accompagne de ne pas juger, plutôt d'accueillir ce qui vient et de dire OK, et en quoi c'est important pour toi et d'amener à développer par rapport à ça. C'est ça. Donc, merci d'avoir partagé. Et vous aussi, hein, vous pouvez partager avec nous si vous avez fait l'exercice, s'il y a des retours par rapport à ça. En attendant l'éventuel partage ou questions, je donne les objectifs des niveaux logiques. Donc, juste nous rappeler qu'il nous reste 13 minutes. Voilà. Ouais, ok, très bien. Donc, ça me va. Moi-même, j'ai besoin d'aller retrouver les personnes qui ont une formation. Et donc, l'intérêt d'utiliser les niveaux logiques dans des organisations, c'est de développer une vue plus globale d'une problématique. Donc, si une personne est bloquée dans une problématique, c'est d'avoir une vue plus globale, d'avoir une grille d'analyse globale et en même temps systémique. Ça veut dire les interactions entre les différents niveaux. D'organiser des techniques d'intervention en PNL, programmation neurolinguistique, en fonction du niveau adéquat de la personne, de aussi clarifier les idées, de faire le tri et d'engendrer une forte motivation dans la concrétisation d'un objectif. Et là, le partage que tu as fait nous permet d'avoir une illustration par rapport à ça. Et merci Arthur. De favoriser ce qu'on appelle l'intelligence collective en entreprise. Donc, de travailler sur un esprit collaboratif plutôt que de juger les autres et de différencier les comportements de la personne de son identité. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, Arthur. Si une personne, elle fait une erreur, elle n'est pas une erreur. Ça, c'est très important à comprendre parce qu'il y a parfois des managers qui confondent en disant « oui, tu es nul, tu es incompétent, tu es un bras cassé ». Il y a des mots comme ça qui reviennent en entreprise et qui vont associer ce que fait la personne à ce qu'elle est. Non, tu es une personne, d'accord, mais tu n'es pas ce que tu fais. Donc, c'est très important de différencier les différents niveaux logiques parce que c'est ce qui va permettre à la personne d'agir. Parce que si je dis à la personne, tu es nulle, tu es incompétente et qu'elle me croit, alors que ce n'est pas le cas, eh bien, elle va rester nulle et elle va rester incompétente. Alors que si je lui dis, tu as fait une erreur, tu t'es trompé, qu'est-ce que tu as appris? On est dans le niveau du comportement et là, à ce moment-là, elle peut changer son comportement. Mais c'est très difficile pour une personne de changer son identité. Et donc, le fait de travailler sur ce niveau-là, si on a la pyramide, là ici, par exemple, de faire ce qu'on appelle une confusion des niveaux logiques entre le niveau comportement et le niveau identité, chose que beaucoup de gens font, eh bien, ça empêche
le changement. Donc, si on veut faire du changement en entreprise, on a besoin de différencier l'identité du comportement. De dire, la personne, elle n'est pas ce qu'elle fait. Quand on accompagne des gens, par exemple, sur le poids, sur le tabac, pour arrêter de fumer, si la personne me dit, par exemple, je suis boulimique, ou je suis fumeur, ou je suis alcoolique, elle ne peut pas changer son comportement. Et donc, le travail va consister à faire prendre conscience à la personne de qu'est-ce qu'elle fait, quand est-ce qu'elle le fait, où est-ce qu'elle le fait, et non pas qui elle est. Elle est une personne. Et donc, quand elle est une personne, c'est de faire la différence entre ce qu'elle est et ce qu'elle fait. Et là, il y a beaucoup de personnes qui font cette confusion-là, notamment en entreprise. Quand il y a des gens qui vous disent « moi, je suis DAF, moi, je suis directeur général, moi, je suis DRH ». Le fait de dire « je suis », il y a beaucoup de gens qui vivent mal, par exemple, le passage de la vie active à la retraite, parce qu'il n'est plus DAF, il n'est plus directeur général, il n'est plus DRH, il n'est plus manager, d'accord? Et donc, il n'est plus, la personne le vit très mal. Donc, c'est différent de dire, j'ai un métier, j'ai ce rôle-là, je fais ceci, cela, mais je ne suis pas ce que je fais. D'accord? Ce que je dis en formation, si je fais un bon gâteau, je ne suis pas un bon gâteau. Je crois qu'il y a une personne qui a demandé à prendre la parole, à poser une question. Est-ce que vous voulez prendre la parole chez Bûcher, je crois? Vous pouvez activer votre micro et peut-être poser directement la question à Céile. Avec plaisir. Est-ce que vous m'entendez? Vous avez demandé, je ne sais pas si cette personne est là encore ou pas. Ok. Non, elle dit qu'elle n'a pas de questions, c'est bon. Okay. Ah, ok, très bien, c'est noté. C'est bon. Okay. Alors, il y a plutôt Souir qui veut poser une question. Avec plaisir. Peut-être en désactivant le micro, ça peut marcher. Ouais. Est-ce que vous pouvez activer votre micro? Céline, est-ce que parce que là, tu arrives à voir les participants sourire? Oui, je vois sourire, mais moi, de mon côté, je ne peux pas activer ou désactiver le micro de quelqu'un. Donc, si elle a une question, peut-être la poser. Est-ce que vous pouvez écrire votre question? Parce que là, voilà, je tente de vous demander de réactiver votre micro, mais ça ne passe pas. OK. Donc, il nous reste 7 minutes. Voilà. Alors, recommandation d'utilisation des niveaux logiques en entreprise. Première chose, c'est de repérer à quel niveau se situe et détecter les conséquences sur les autres niveaux, comme on a dit là maintenant. Ensuite, c'est tout changement au niveau de la mission aura des impacts importants sur tous les autres niveaux. En effet, le niveau de la mission de vie, le rôle, permet de s'interroger sur le sens de l'existence. Donc, si le rôle est clairement défini, la personne, elle est consciente de son rôle, elle peut avoir une motivation très forte. Les changements les plus importants se situent au niveau des croyances et des valeurs. Si la personne change ses croyances, change ses valeurs, eh bien, il va y avoir beaucoup plus de motivation au sein de l'entreprise. Et c'est un outil qui va nous permettre de travailler sur la compréhension des personnes, des différentes personnes, sans travailler sur le jugement et de comprendre la personne sans juger l'identité de la personne, plutôt en accompagnant sur le comportement de la personne. Alors, Frédéric Hodgson, en fait, là, je n'ai pas trop le temps d'en parler, mais on l'aborde plus dans la formation de coaching. Frédéric Hodgson, c'est basé sur les travaux de Robert Dills, en travaillant sur, comme vous le voyez, avec la pyramide inversée, là, sur les projets. Alors, comment on accompagne un projet? Il y a plusieurs phases dans le projet. Donc, dès qu'on met en place un nouveau projet, donc il y a un changement organisationnel dans l'entreprise, il y a une phase, dans un premier temps, d'apprentissage et par la suite, il y a une phase de désapprentissage. Dans la phase d'apprentissage, on va définir le projet, comme on a dit tout à l'heure, dans l'environnement, le où et le quand. On va mettre en place le projet à travers les comportements et on va réaliser et rentabiliser le projet à travers les capacités. Et là, on a ces trois phases-là où,
quand on commence à mettre en place le projet, et si on est, et la plupart du temps c'est ce qui se passe, si on est confronté à des difficultés, il y a une phase de rupture. Dans cette phase de rupture, on a besoin de faire le deuil de ce qu'on faisait avant. Il y a des gens dans cette phase de rupture qui abandonnent le projet, qui ne veulent pas le mettre en place, qui ne veulent pas continuer. Par exemple, le télétravail, ils trouvent ça très difficile, très compliqué, et ils veulent revenir à l'ancienne façon. Ou bien il y en a d'autres qui vont continuer. Pour continuer, il y a besoin de faire le deuil de l'ancienne façon de faire, et en le faisant, de faire le bilan de ce qui va, de ce qui ne va pas, pour reconstruire un nouveau projet. On appelle ça un changement type 1. Si ce changement type 1 ne suffit pas, on va passer dans un changement de type 2. Et dans le changement type 2, à travers la maturation, le déblocage et l'exploration de nouveaux futurs, on va revoir nos valeurs, on va revoir nos croyances et on va revoir les rôles de chacun dans le qui fait quoi et redéfinir les missions. Et pour le faire, on a besoin de désapprendre la façon de faire pour réapprendre une nouvelle façon de faire. Donc ça, c'est ce qu'on étudie quand on travaille dans le coaching, hein, dans la formation de coaching avec Hudson. Et pour terminer cette présentation, j'aimerais terminer par qu'est-ce qui permet de faire ce changement-là en ayant un plan d'action pour le manager coach. Première chose, pour développer sa stratégie, parce que c'est un outil aussi de stratégie, il y a besoin de se connaître soi-même. Ça veut dire d'être à l'écoute de soi et d'être à l'écoute de ses propres besoins. Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce qui est important pour moi? Quelles sont les ressources dont j'ai besoin? Quels sont les obstacles pour pouvoir relever les défis? Donc là, on est dans une situation où on est face à des défis et pour pouvoir relever ces défis-là, il y a besoin de se connaître et il y a besoin de développer une stratégie. Ensuite, après avoir développé la stratégie, c'est apprendre à communiquer sur cette stratégie. Et pour communiquer sur la stratégie, il y a aussi besoin de résoudre les difficultés professionnelles, c'est-à-dire de prendre en considération qu'il y a des obstacles et que ce n'est pas parce que j'ai mis en place une stratégie qu'il ne va pas y avoir d'obstacles. L'avantage de mettre en place une stratégie, c'est de travailler sur l'anticipation. En faisant ça, c'est de prendre conscience qu'il y a de nouvelles responsabilités et ces nouvelles responsabilités vont mieux se faire en travaillant une relation avec les autres qui soit gagnant-gagnant à travers la communication, le management, la PNL, les outils du coaching, qui va permettre au manager de développer son potentiel et de passer non pas uniquement du rôle de manager, mais de se développer et de se transformer en manager coach. Donc le faire, ça permet de passer à un autre niveau qui est le niveau de la délégation, de faire pour aller plus loin, parce que ensemble on va plus loin. Hein. Tout seul on peut aller vite, mais ensemble on va plus loin. Et donc c'est le mot de la fin. Je vous remercie de votre écoute. Et si vous voulez justement aller plus loin, vous pouvez visiter le site de Synapse Côte d'Ivoire, où vous aurez aussi bien des formations que nous faisons aussi bien en Côte d'Ivoire que aussi bien au niveau international qui sont dispensés par Synapse. Et si je me souviens bien, Arthur, pour les gens qui s'inscrivent lors du congrès, il y a 30% de réduction sur les tarifs qui sont mis en place, c'est ça? Oui, les tarifs en PNL, en hypnose et en mindfulness. Très bien. Donc, il y aura le niveau également manager coach et les personnes pourront étudier plein d'outils techniques et en même temps être certifiées avec des certifications internationales par rapport à tous ces outils-là. En tout cas, je vous remercie d'avoir assisté à cette conférence, des interactions qui se sont passées, d'avoir joué le jeu. Merci Arthur par rapport à ça. S'il y a une ou deux questions, elles sont les bienvenues. Oui, j'aimerais, je crois que finalement on a la question de Soui qui dit, voilà, elle n'arrive pas à réactiver son micro. Donc, ma question est, comment peut-on convaincre un chef de ne pas juger la personne par ses erreurs? Car ce qui se passe généralement, si cette dernière fait plus d'erreurs, on la juge de nulle et on la licence alors qu'elle pourrait exceller dans un autre poste.
Tout à fait. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on est dans le domaine des croyances, d'accord? Et parfois en entreprise, c'est important d'amener quelqu'un de l'extérieur pour amener de l'accompagnement. Parce que si moi je suis à l'intérieur de l'entreprise et que c'est mon supérieur hiérarchique, même si je suis très compétent, même si j'ai le savoir-faire, je sais comment le faire, parfois, dans l'entreprise, ce chef hiérarchique, ce supérieur hiérarchique ne va pas m'écouter parce qu'il ne va pas adhérer à ce que le changement vienne de ma part. Alors que si je fais appel à une structure extérieure pour accompagner ce changement, le chef d'entreprise sera beaucoup plus à l'écoute. Donc, c'est ce qui se passe par expérience. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont de bonne volonté, qui ont du savoir, etc., qui veulent faire du changement, qui se trouvent confrontés à des blocages et qui vont, en faisant appel à des structures externes, avoir une transition beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide. J'espère avoir répondu à la question de Sourire. OK. Merci beaucoup à toi. Merci à vous. Je n'en vois pas d'autres questions. Et voilà, vous avez toujours la possibilité de poser des questions sur la plateforme du congrès, de faire des commentaires, de réagir. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à toi, Céhil. Il était question pour nous, avec toi, d'aborder la thématique suivante, organisation du travail à travers les niveaux logiques de Robert Dilts. Et donc, je pense qu'on a vu toutes ces étapes. On a parlé de l'organisation du nouveau contexte, on a parlé des niveaux logiques de Dilts, on a parlé de la posture du manager coach. Et comme un bonus, nous avons eu l'exercice tout à l'heure sur les niveaux logiques. En tout cas, merci beaucoup. Et pour ceux qui ont encore des questions, n'hésitez pas à les poser tout au long de la semaine. Hein. Nous finissons le 12. Vous aurez toujours la possibilité de poser des questions. En tout cas, merci beaucoup à chacune et à chacun. Tout à l'heure, on aura une dernière conférence, la dernière conférence de la journée. C'est tout à l'heure dans 13 minutes. Donc, je vous invite à rester, pour ceux qui le peuvent encore, à rester pour suivre cette conférence. Céhil, je ne sais pas si tu as un mot de fin. Alors, le mot de fin, c'est merci d'avoir été à l'écoute. Et en même temps, soyez à l'écoute de vos besoins à vous. C'est le plus important. Moi, je serai très heureux de vous retrouver demain. J'ai une conférence le matin et j'aurai une formation avec vous le samedi à la même heure. Et donc, je vous dis à samedi à la même heure qu'aujourd'hui pour vous parler de mindfulness, pleine conscience, comment gérer le stress et comment prendre les bonnes décisions. Voilà. Je vous remercie. Je vais rejoindre mon groupe de formation. Je les ai laissés, donc j'ai besoin d'y retourner là. Donc, ne quitte pas, je termine. En tout cas, merci beaucoup. Tout à l'heure, nous aurons la conférence Travail, organisation et dialogue social, des clés pour réussir la relance. Merci et à très bientôt. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.